Bon, mais merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré de pouvoir vous rencontrer pour celles et ceux que je n'ai pas encore vus et de pouvoir continuer les réflexions. Alors, c'est ma troisième intervention. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai déjà été amené à expliquer et puis de présenter une partie des travaux qu'on a la chance de pouvoir mener autour des pédagogies de la coopération pour essayer de voir quels peuvent en être les intérêts potentiels pour les enseignants et pour les élèves. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de têtes que je ne connais pas encore, hein, c'est très bien. Je vais commencer par donner des généralités, faire des petits rappels sur des précisions conceptuelles, et puis après, rapidement, je basculerai sur un exercice auquel on va s'intéresser pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de ces situations. Voilà. On va introduire une règle, si vous le voulez bien, c'est que si personne ne se manifeste, je parle. Et dès lors que quelqu'un se manifeste, je m'arrête. Voilà. Donc si personne ne se manifeste, c'est que je peux parler. Faites attention parce que je peux parler longtemps, mais ce n'est pas parce que je parlerai longtemps que vous en retiendrez beaucoup. Voilà. Donc autour des pédagogies de la coopération, il y a énormément d'intérêts. Il y a aussi énormément de malentendus et de pièges. Alors, qu'est-ce qui pousse les enseignants là, qui nous sollicitent pour être accompagnés dans des projets pédagogiques de la coopération à le faire? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, ce sont des raisons françaises. Peut-être que les motivations ne seront pas forcément les mêmes dans votre beau pays. La première motivation, c'est en France, il y a d'énormes difficultés à considérer des groupes hétérogènes comme étant des richesses pour enseigner et pour apprendre. Voilà. Le fait qu'il y ait de l'hétérogénéité dans les classes, pour bon nombre de collègues français, c'est considéré comme une difficulté supplémentaire pour enseigner. À tel point, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'actualité ou si vous êtes branché sur les actualités françaises, que sans solliciter les chercheurs en éducation, l'ancien gouvernement français, qui est actuellement démissionnaire, on ne connaît pas le nouveau, a imposé à tous les enseignants du début du secondaire des groupes de niveau en mathématiques et en français. Et la raison qui a motivé ça, c'est que pour tout un tas de personnes qui ne sont pas au fait avec ces questions-là, ça paraît bien plus facile d'enseigner dans une classe moins hétérogène que dans une classe hétérogène. Et donc l'hétérogénéité est bien considérée comme étant un frein au métier de l'enseignement et puis au travail d'apprentissage des élèves. Un autre exemple, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, en début d'année, là, à cette période, il y a les nouveaux enseignants qui arrivent dans les équipes pédagogiques. Et les nouveaux sont souvent les plus jeunes. Alors, ce n'est pas du tout un bizutage, mais la tradition française veut qu'on leur confie les groupes ou les classes où il y a le plus d'hétérogénéité. Dans les écoles primaires, notamment, vous savez, on fonctionne avec CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et le principe, c'est s'il y a 7 classes, la direction de l'école fait en sorte qu'il y ait à peu près le même nombre d'élèves par classe. Alors ça marche pour certaines classes, la classe des plus anciens, mais il va bien falloir créer des classes avec des doubles niveaux en mettant par exemple 8 CE2 et 14 CM1. Ben, ces classes-là, elles sont confiées au dernier qui est arrivé. Et dès qu'il a ou qu'elle a la possibilité de la redonner à quelqu'un d'autre, ça se fait comme ça. Donc voilà, on est bien dans cette logique-là de considérer l'hétérogénéité comme étant un handicap pour exercer le métier d'enseignant. Et les enseignants qui nous sollicitent ont entendu parler que l'hétérogénéité c'était plutôt une richesse dans le monde de l'humanité, sauf qu'ils ne voient pas trop comment l'organiser. Ils ont entendu parler de la coopération comme étant quelque chose qui pouvait apporter un certain nombre d'éléments de réponse, notamment le fait que
dans une classe où il y a de la coopération, l'enseignant ou l'enseignante n'est pas la seule personne ressource pour les élèves. C'est-à-dire les élèves peuvent travailler avec, en France on dit maître et maîtresse, ou prof dans le secondaire, peuvent travailler avec leur enseignant, leur enseignante, mais dans une classe où il y a de la coopération, les élèves peuvent travailler entre eux aussi, on dit de manière plus horizontale. Et ça, là, c'est reconnu comme étant particulièrement intéressant pour transformer l'hétérogénéité de contrainte à richesse. Voilà. Donc ça, c'est un peu je l'ai mis en haut du schéma, là, parce que c'est la principale raison qui guide des enseignants à se tourner vers ces pédagogies, tellement c'est difficile d'arriver à trouver des organisations pédagogiques qui arrivent à mettre en place une différenciation qui ne soit pas stigmatisante pour les élèves les plus fragiles. Une deuxième raison, ça concerne ce qu'on appelle dans nos métiers le climat scolaire. C'est-à-dire qu'il existe tout un patrimoine pédagogique autour de la coopération qui vise à associer les élèves à la construction de l'autorité éducative. Alors le plus connu, l'organisation la plus connue en matière de coopération, ce sont les conseils d'enfants. Mais il en existe plein d'autres. Et donc toutes ces organisations sont identifiées. Les enseignants entendent dire que lorsqu'il y a de la coopération, il y a moins la pagaille dans la classe et les relations pédagogiques sont plus harmonieuses entre les enseignants et les élèves et donc entre les élèves. Donc voilà, ça c'est la deuxième grosse raison qui ferait que l'organisation du travail des élèves donnerait la possibilité de transformer l'espace classe en espace hors menace. C'est-à-dire un espace où les élèves sont convaincus qu'il y a suffisamment de confiance dans la relation à leur enseignant et dans la relation aux copains et copines, de telle manière que s'ils se trompent, personne ne va se servir de leurs erreurs pour montrer leur domination. Voilà. Et ça aussi en France, c'est un énorme problème. On le voit nous à l'université quand on accueille les étudiants qui sont complètement éteints. Et quand on commence à les connaître et qu'on leur demande mais comment ça se fait que vous participez jamais dans les cours et que tout le monde reste muet dès lors qu'on pose une question, et la réponse est de dire mais si on est arrivé à l'université, c'est qu'on a réussi nos études primaires et secondaires en apprenant que surtout quand un enseignant pose une question, il ne faut pas répondre. Voilà. Ce qui est une stratégie de survie scolaire. Pourquoi il y a des enjeux derrière ça? C'est que quand un élève se sent en sécurité à l'intérieur d'une classe, ça lui est beaucoup plus facile de prendre le risque d'apprendre. Et c'est véritablement un risque d'essayer d'apprendre, parce que ça passe forcément par une phase où on dit ce qu'on pense, et là il peut y avoir potentiellement de la déstabilisation. Une troisième raison qui est plus citoyenne et politique, mais la notion de citoyenneté en Suisse, c'est pas comme chez nous. C'est-à-dire que, alors, dans ces murs, il y a quelqu'un qui était spécialiste de cette raison. Au niveau mondial, les pédagogies de la coopération sont beaucoup utilisées pour développer ce qu'on appelle des habiletés coopératives ou des habiletés prosociales. Alors, c'était Céline Bux, qui est la référente européenne d'un courant des pédagogies de la coopération qui s'appelle le cooperative learning, qui est issu des travaux de 2 psychologues américains qui s'appellent les frères Johnson et qui ont développé des techniques pédagogiques pour aider des élèves, quel que soit leur âge, à développer ce qu'ils appellent des cooperative skills, c'est-à-dire des habiletés coopératives. Et donc, en travaillant de manière coopérative, que ce soit de manière spontanée dans la classe ou par l'intermédiaire de séances qui sont directement prévues pour ça, les élèves apprennent à coopérer, ce qui est intéressant à court terme dans la classe, ça crée des habitudes de fonctionnement, et ce qui est aussi intéressant à moyen terme, alors ça c'est surtout les responsables du cooperative learning qui l'expliquent, parce qu'en quittant le monde de l'école, les jeunes sont directement prêts à pouvoir rentrer dans des équipes et donc gérer leurs émotions, tenir compte de la vie des autres, parce qu'ils ont déjà développé grâce à l'école un certain nombre d'habiletés par des comportements fraternels.
Et puis il y a une autre raison, qui est peut-être la raison la plus importante, mais qui n'est pas celle qui est en premier donnée lorsque des équipes se tournent vers ce type de pédagogie. C'est le fait que organiser la coopération dans les classes, ça permettrait d'aider les élèves à mieux apprendre. Alors mieux apprendre, ça veut dire plus apprendre et apprendre plus longtemps. Voilà. Alors là, voilà, ça c'est un sujet sur lequel l'éducation nouvelle s'est beaucoup penchée. Les rapprochements entre éducation nouvelle et psychologie du développement ont beaucoup aidé à aller plus loin dans ces logiques-là. Et on est arrivé à identifier 4 raisons qui justifieraient que le fait de coopérer, ça peut aider des élèves à mieux apprendre. Ces 4 raisons, donc, elles sont identifiées là. La première, c'est un peu celle dont on parlait tout à l'heure, avec l'ouverture des possibilités offertes aux élèves en termes de personnes ressources. C'est-à-dire que dans une classe où il y a de la coopération, un élève qui bloque, qui est coincé, peut très rapidement obtenir ce qu'on appelle une source de déblocage. Soit auprès de l'enseignant, mais la plupart du temps, les élèves préfèrent se tourner vers d'autres élèves. Alors ça m'a interrogé, je me suis dit, mais pourquoi des élèves ne vont pas voir l'expert de la classe et préfèrent aller voir un copain et une copine? Et donc, c'est eux qui me l'ont expliqué. La raison première, ce serait que les élèves auraient peur de s'entendre dire par l'enseignant, ça je l'ai déjà expliqué. Ou une autre raison, c'est des élèves qui vont voir l'enseignant en disant « mais j'ai pas compris cet élément-là, est-ce que vous pouvez le réexpliquer ?» Et les enseignants auraient plutôt l'habitude de réexpliquer à peu près de la même manière. Ce qui n'aiderait pas plus celui qui n'a pas compris une première fois. Voilà. Donc la première raison, ça serait face à de la difficulté de résoudre un exercice, de tenter de résoudre un problème ou d'être face à une situation scolaire, les organisations coopératives du travail donneraient la possibilité aux élèves d'être moins longtemps bloqués, et ce qui aurait pour conséquence d'augmenter ce qu'on appelle le temps d'exposition aux apprentissages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces résultats de sociologues français qui avaient mesuré le temps où des élèves, la durée de travail effective des élèves en classe. Et sur des journées de 6 heures, les classes où les élèves travaillaient beaucoup, c'était 8 minutes par jour. Donc voilà, il y a véritablement des enjeux à travailler sur ce temps d'exposition aux apprentissages. La deuxième raison, c'est la coopération, elle a ceci d'intéressant, qu'elle donne corps à cette idée qu'il n'existe pas 2 êtres humains identiques. Que dès lors qu'on prend 2 êtres humains, qu'on les met ensemble, ça forme un groupe hétérogène. Que la notion de groupe homogène est une invention complètement farfelue. Et ça, c'est intéressant parce que dès lors qu'on est différent, on n'a pas le même rapport au monde. Et ça se traduit, alors ça on le voit beaucoup chez nous, il y a un dispositif qui s'appelle le devoir fait en France, et qui donne la possibilité à des élèves volontaires de rester à l'école pour faire leurs devoirs plutôt que de les faire tout seuls à la maison. Et il y a un adulte qui reste, pas forcément spécialiste de la discipline, mais qui reste à disposition des élèves. Et on s'est rendu compte dans les séances de devoirs faits que les élèves, spontanément, se mettaient à plusieurs pour faire leurs devoirs. Et donc on s'est dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'ils ont chacun leurs devoirs à faire, et pourquoi massivement ils se mettent à plusieurs? Et la réponse qui a été exprimée, c'est de dire que quand on est à plusieurs, on est plus motivé, donc on peut travailler plus longtemps, surtout en fin de journée quand on est fatigué. Et la deuxième raison, c'est que lorsqu'on est à plusieurs sur les mêmes devoirs, on entend des idées grâce aux autres qu'on aurait difficilement pu avoir rapidement par soi-même. Et réciproquement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force de la complémentarité associée aux situations d'entraide. La troisième raison qui peut aider des élèves à apprendre, c'est celle qui a été la plus étudiée par les psychologues du développement et les psychologues sociaux, c'est le conflit. Le fait de ne pas être d'accord, c'est pas agréable du tout, mais par contre, c'est hyper puissant pour remettre en question nos certitudes
et pour nous pousser, sans forcément le montrer aux autres, mais pour nous pousser à nous approprier des modalités de préhension du savoir qui permettent mieux de répondre aux questions que l'on se pose. Le fait de ne pas être d'accord avec ce que dit ou fait quelqu'un, ça nous pousse à réinterroger la solidité de ce qu'on fait, de manière à le reconfigurer et être plus en mesure de faire face aux difficultés qu'on rencontre. Le vocabulaire plus technique qui est utilisé par les spécialistes du sujet, donc les spécialistes du sujet, ce sont les psychologues qu'on appelle les néo-piagétiens, et ils parlent d'une valorisation de conflits socio-cognitifs, et ça serait par l'intermédiaire des conflits socio-cognitifs, le fait de ne pas être d'accord avec ce que dit quelqu'un d'autre, qu'on basculerait vers du conflit cognitif, c'est-à-dire la remise en question de ses propres certitudes. Et un conflit cognitif ne permet pas directement d'apprendre, mais ça créerait, on appelle ça un kairos, c'est-à-dire un moment opportun, où si l'élève se retrouve dans des situations idoines, il a la possibilité d'obtenir des réponses qu'il va pouvoir beaucoup mieux ancrer parce qu'elles répondent directement aux difficultés qu'il est en train de se poser. Voilà. Et puis la quatrième raison qui sont associées au lien entre coopération et apprentissage, c'est celle qui est beaucoup étudiée par le cooperative learning, ce sont les habiletés prosociales. Et le fait d'apprendre à coopérer, mais ça nous rend encore plus performants pour pouvoir apprendre par la coopération. Voilà. C'est suspect que personne n'intervienne, mais bon, hein, la règle, je la suis, donc je continue. Ce sur quoi, là, avant d'aller un peu plus loin, je peux revenir, c'est ce qu'on entend par coopération, parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, et notamment la distinction entre coopérer et collaborer. Sur la notion de coopération, coopérer, c'est pas du tout la même chose que collaborer au niveau conceptuel, mais surtout ça, je vais essayer de l'expliquer rapidement, ça a des conséquences importantes en matière d'organisation de la pédagogie. Coopérer, étymologiquement, c'est agir avec quelqu'un. Coopérer, voilà, agir avec quelqu'un. Ça peut être représenté par cette bande dessinée là qui est assez connue, qui circule beaucoup sur les réseaux entre autres. On appelle ça la bande dessinée des deux ânes. Et donc coopérer, ça correspondrait à trois caractéristiques. La première, c'est qu'on ne peut pas coopérer tout seul. Il y a c'est forcément un comportement interactif, la coopération. On est forcément dans une action conjointe avec quelqu'un. La deuxième caractéristique qui est beaucoup plus surprenante, c'est qu'on coopère parce qu'on n'arrive pas à agir tout seul. Parce que tout seul, on n'y arrive pas, on se tourne vers les autres. Ce qui veut dire en pédagogie qu'à chaque fois qu'on oblige un élève à coopérer alors qu'il n'a rien demandé, ça risque de conduire à la catastrophe. Et ça, en France, c'est un sport national que de faire des groupes et de ne pas demander aux élèves s'ils veulent être dans un groupe. Et l'effet de ces situations, c'est qu'on constate beaucoup d'élèves qui subissent d'être dans un groupe, qui ne s'y engagent pas et qui disent perdre leur temps. Et des enseignants qui sont désolés parce qu'ils ont voulu mettre en place une pédagogie avec des groupes et ils se rendent compte au final que ça ne motiverait pas plus les élèves. Donc, un comportement coopératif, puisqu'il vise à répondre à une difficulté individuelle, grâce et par les autres, ne peut pas être imposé. Il est forcément à l'initiative de celui qui ressent le besoin de ne plus rester tout seul. Et ça, on le voit beaucoup dans les comportements coopératifs chez les espèces animales. Il n'y a pas un prof derrière qui les oblige à coopérer. Et ça marche plutôt très bien. Et la dernière caractéristique d'un comportement coopératif, c'est que, alors c'est pas systématique, mais la plupart du temps, ça apporte quelque chose. C'est-à-dire choisir la stratégie de coopérer plutôt que de rester tout seul dans son coin,
Ça permet notamment d'être débloqué, de s'ouvrir à d'autres idées, de s'entraider, etc. Et donc ça répond, ça apporte un bénéfice individuel. Et parce qu'on coopère pour soi, on ne coopère pas pour les autres. Parce qu'on coopère pour soi, c'est particulièrement cohérent avec l'action d'apprendre. Pourquoi ? Parce que, mais là je m'adresse à des spécialistes, hein, mais l'action d'apprendre, l'acte d'apprendre, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est paradoxal dans le sens où, d'un côté, on ne peut apprendre que par soi-même. Je vais vous donner un exemple. Là, ici, les personnes qui sont dans cette pièce-là, si vous vous contentez d'être présent pour ressortir très enrichi de la conférence, et puis tout en faisant autre chose sur le téléphone portable, ça ne va pas trop bien marcher. Pour pouvoir apprendre, il faut faire un effort, qui n'est pas toujours facile, d'attention et d'appropriation d'informations pour la confronter à ce qu'on appelle les représentations personnelles. Personne d'autre que l'apprenant peut le faire à sa place. Il ne suffit pas d'avoir été enseigné pour apprendre. Un enseignant ne peut rien apprendre à ses élèves. Quand un adulte dit à un jeune enfant « Viens me voir, je vais t'apprendre à faire les lacets », c'est un menteur. On peut l'aider à apprendre à faire ses lacets, mais on ne peut pas apprendre à sa place à faire les lacets. Vous voyez ? Donc la première caractéristique de ce paradoxe de l'acte d'apprendre, c'est qu'il n'y a que l'apprenant qui peut apprendre. Mais la deuxième caractéristique qui est un peu opposée, d'où cette notion de paradoxe, c'est que nous sommes des êtres humains et que notre cerveau ne fonctionne pas comme un disque dur ou comme le Bluetooth. Il ne suffit pas d'être branché pour apprendre. Et ça nous est beaucoup plus facile d'être en situation sociale, d'être avec d'autres humains, pour apprendre que d'être face, par exemple, à des écrans, ou d'être tout seul face à des livres. Même si les informations données par les livres sont plus précises que celles qui peuvent être données par un enseignant. De la même manière que ça nous est plus facile de vivre dans des quartiers, des villages et des villes, ça nous est plus facile d'apprendre avec d'autres à l'école. Et ça, c'est l'avenir planétaire de l'école. Il y en a bien certains, là, ces dernières années, qui ont essayé de supprimer l'école en mettant des vidéos YouTube à disposition. C'était le projet d'un pédagogue américain qui s'appelle Salman Khan. Ça vous parle, la Khan Academy ? Tout le monde est au clair avec ce que c'est que la Khan Academy ? C'était le projet de Salman Khan que de créer une école gratuite et accessible mondialement uniquement avec un ordinateur ou une tablette. Et il y en a plein qui se sont dit, mais c'est incroyable, pourquoi s'embêter à payer des enseignants si des élèves peuvent avoir le même niveau d'information, qui plus est à leur rythme, via YouTube. Et puis est arrivé le confinement. Et là, on a un peu testé, grandeur nature, ce que pouvait être la Khan Academy au niveau des pays. Et on s'est rendu compte que derrière un écran, on apprend bien moins facilement que dans une salle de classe à l'école. Mais quelle est la différence ? Ce n'est pas la qualité d'information. Je pense que les informations qui sont données sur les capsules de la Khan Academy sont assez fiables. C'est le fait qu'il y a des corps humains qui rencontrent et qui sont en présence d'autres corps humains. Et c'est ça qui fait qu'il y a un espoir très fort pour toute l'histoire de l'humanité à l'école. Mais à condition qu'on y accorde de l'importance. À condition qu'on accorde de l'importance à la relation à l'école. Si on dit à des enfants ou à des étudiants, soyez les bienvenus, asseyez-vous, écoutez-moi, mais surtout n'échangez jamais entre vous, effectivement, il vaut mieux qu'ils restent à la maison pour regarder YouTube. Donc voilà, c'est paradoxal parce que d'un côté, on ne peut apprendre que par soi-même et d'un autre, ça nous est plus facile d'apprendre avec, par et pour d'autres. Voilà. Et c'est ce paradoxe qui justifie le fait que la coopération, elle est particulièrement pertinente pour pouvoir travailler le rapport aux apprentissages. L'autre verbe, là, c'est la collaboration. Alors la collaboration, ça peut être représenté par ce type d'image, il y en a plein.
un agir collaboratif, c'est quelque chose déjà de très intelligent. C'est pas la coopération c'est bien, la collaboration c'est mal, c'est pas ça. Que dans une équipe, par exemple, d'enseignants, il y ait de la collaboration, c'est extraordinaire. C'est difficile, mais c'est extraordinaire. Pourquoi c'est difficile la collaboration ? Ça, c'est un de mes collègues psychologues de la fac, il a identifié un phénomène, et c'est un acronyme, ça s'appelle le PFH, qui empêche la collaboration. Est-ce que vous savez ce que c'est que le PFH ? Non ? Pourtant, tout le monde l'a vécu. Il appelle ça le putain de facteur humain. C'est-à-dire que l'autre, des fois, il fait des trucs bizarres. Voilà. Et ça empêche le travail à plusieurs. Voilà. Donc, la collaboration, c'est très intelligent, mais c'est difficile parce que c'est pas toujours, c'est rarement même un long fleuve tranquille, en raison de tout un tas de conflits, de phénomènes inconscients, des projections, etc. Bon. Pourquoi c'est très intelligent ? C'est parce que ça donne la possibilité à chacun de pouvoir s'engager dans ce qui fait le commun dans l'équipe, à partir de ce qu'il a envie de faire et de ce qu'il sait bien faire. C'est une sorte de puzzle, la collaboration, où chacun contribue en fonction de ce qu'il veut faire et sait bien faire. Voilà. Et à la fin, il y a une sorte d'harmonisation de tout ce travail organisé, et ça donne la plupart du temps une œuvre finale qui est d'une meilleure facture, une meilleure qualité, et ça a été fait de manière plus agréable que si c'était tout seul. Donc c'est pour ça que les caractéristiques d'un comportement collaboratif, c'est qu'il y a aussi des actions conjointes. On ne peut pas collaborer tout seul, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un but individuel, c'est un but commun. Par exemple, le but commun pour une équipe d'enseignants dans un établissement scolaire, c'est le projet éducatif de l'établissement où ce sont les élèves que les enseignants se partagent. Voilà. Et il y a une division ou une spécialisation du travail. Par exemple, chez nous, dans l'enseignement, c'est normal que ce soit les enseignants de mathématiques qui enseignent les mathématiques. Vous n'avez jamais posé la question du pourquoi ? Pourquoi ce ne serait pas un enseignant d'art plastique qui enseignerait les mathématiques ? Mais pourquoi ? Parce que déjà, l'enseignant d'art plastique, peut-être qu'il n'aime pas trop les mathématiques, donc il vaut mieux enseigner ce qu'on aime. Et la deuxième raison, c'est que l'enseignant de mathématiques, en fait, il a été formé aux mathématiques et à la didactique des mathématiques. C'est le plus compétent dans l'équipe pour enseigner les mathématiques. Et c'est très intelligent de s'être organisé de cette manière-là. Voilà. Donc, pour réaliser quelque chose, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus puissant, même si c'est difficile, que d'arriver à collaborer. On le voit même au niveau du sport. Je vais vous faire râler. La meilleure équipe de foot du monde, c'est l'équipe de France. Les Suisses sont pas mal, mais bon, voilà. Mais pourquoi on est très fort ? C'est pas tant au niveau des individualités. On a un joueur, par exemple, en ce moment, là, qui s'appelle Kylian Mbappé. Individuellement, il est très fort. Il a passé 6 ou 7 ans là, dans l'équipe de Paris, au PSG. Il a beaucoup marqué, mais l'équipe du PSG n'a jamais gagné, par exemple, la Coupe d'Europe. Et pourtant, quand il est en équipe de France, l'équipe de France gagne. Mais quelle est la différence ? L'entraîneur. Didier Deschamps. Quelle est la force de Didier Deschamps ? C'est la capacité à pouvoir gommer les individualités et les égoïsmes à l'intérieur d'un collectif pour faire vivre la cohésion. Et il s'exprime très souvent sur cet élément-là. Il a des techniques très précises, notamment une technique qu'il a empruntée à un entraîneur de handball assez célèbre qui s'appelle Patrice Canaillé, et qui consiste pendant les entraînements, pas pendant les matchs, mais pendant les entraînements, à demander à chaque joueur d'occuper la place dans l'équipe d'autres joueurs. De manière à ce qu'en situation de jeu, chacun sache exactement quelles sont les priorités et les façons de jouer des autres postes dans la même équipe. Vous voyez ? Mais quand on arrive à créer cette cohésion et de gommer un peu les aspérités individuelles et individualistes, effectivement, on peut être, en plus d'arriver à des belles choses, on peut être très performant. Voilà. Ça va sur la différence entre coopérer et collaborer ?
Donc il y a tout un tas de références si vous voulez aller plus loin. Là, je l'explique rapidement. J'essaye de l'expliquer assez facilement. Cette bêtise, moi, il m'a fallu bien 4 ou 5 ans avant d'être au clair. Hein, la différence entre ça. Parce que tous les auteurs ne sont pas d'accord. Sur Internet, il y a tout et son contraire. Et donc, on a dû essayer d'aller voir du côté des spécialistes du sujet, dans des disciplines différentes, pour trouver du commun dans tout ça. Oui. Moi, j'ai une question toujours par rapport au schéma là, avec les deux ânes. Hier, on discutait du but commun, en fait. Dans le cadre de la collaboration, il y a un but commun. Et dans le cadre de la coopération, il n'y a pas de but commun. Mais Non. pour moi, les deux ânes, ils ont un but commun. Non. Là, dans cette image-là, ils ont 2 buts individuels similaires. Mais c'est même pas similaire parce que on ne sait même pas s'ils ont tous mangé à égale mesure. Et même si dans l'image là, alors c'est pas le cas dans cette image, mais si dans l'image d'un côté il y avait des choux et de l'autre des carottes, ça n'aurait pas posé de problème. L'important c'est qu'à la fin d'une situation coopérative, chacun y ait trouvé son compte. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de but commun, il n'y a que des buts individuels. Alors vous allez me dire, mais quel est le bénéfice individuel que retire un élève qui aide un autre élève? Eh bien, le plaisir de la satisfaction d'avoir aidé. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus puissant que le salaire des enseignants. C'est la motivation première à choisir des métiers de l'humain. C'est-à-dire avoir l'impression qu'on a choisi une activité professionnelle qui nous donne la certitude de servir à quelque chose. Alors ça ne peut pas remplacer des bons salaires, hein, bien sûr. Mais nous on le voit avec les jeunes qui nous rejoignent pour devenir éducateurs ou enseignants plus tard, c'est ce qui les motive d'être là. De donner un sens à leur existence à travers l'utilité apportée dans la participation, la satisfaction de la vie des autres. Ça va sur ça? Alors il y a un problème, c'est quand on confond en pédagogie coopérer et collaborer. Pourquoi il y a un problème? C'est ce que les premiers pédagogues de la coopération, et je pense en particulier à un pédagogue dont vous n'avez jamais entendu parler, sauf Nadine, c'est Roger Cousinet. Roger Cousinet. C'est un pédagogue du début du XXe siècle qui a inventé une pédagogie du travail libre par groupe. Il l'appelait comme ça. Et dans cette pédagogie, les élèves travaillent donc en coopération, mais il disait qu'il faut faire très attention à ce qu'il a appelé en premier une dérive productiviste, où les élèves donneraient plus d'importance à ce qu'il faut faire qu'à ce qu'il faut apprendre. Alors pourquoi c'est quelque chose qui est important? Alors cette histoire de dérive productiviste, elle a beaucoup été reprise par quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Philippe Mérieux, dans sa thèse d'État soutenue en 1983. C'était pas hier. Et Philippe, il est allé un petit peu plus loin dans la présentation de ce que c'est que la dérive productiviste. Il s'est rendu compte, et il explique très bien pourquoi, que lorsqu'on demande à 4 élèves de se mettre ensemble pour faire ensemble quelque chose, quel que soit leur âge, quelle que soit la discipline, quelle que soit la consigne passée, très rapidement, en quelques secondes, les élèves se répartissent de leur fait, hein, c'est pas l'adulte qui l'organise comme ça, c'est eux qui s'organisent comme ça, ils se répartissent 4 fonctions. Ce que Philippe appelle les concepteurs, les exécutants, les chômeurs et les gêneurs. Les concepteurs sont les élèves qui vont essayer de résoudre la question qui est posée, le problème. Les exécutants sont des élèves qui vont se mettre à disposition des concepteurs, mais pour réaliser des tâches secondaires. Par exemple, découper, colorier, prendre des notes, faire attention au temps, distribuer la parole, chercher dans le dictionnaire, faire les calculs. Donc ils vont être à fond, mais pas du tout sur le problème en tant que tel. Les chômeurs sont des élèves qui ne se pensent pas suffisamment compétents et donc qui vont s'auto-censurer dans la participation pour éviter de déranger ceux qui sont en train de travailler. Et c'est là où on retrouve les élèves les plus fragiles scolairement, surtout s'ils ont été étiquetés comme étant élèves à BEP. Ça leur donne une bonne raison de se mettre en retrait pour ne pas participer à ce qui se passe parce que eux, ils sont en difficulté et les autres ne le sont pas. Et puis les élèves chômeurs sont des élèves qui ne veulent pas être dans la position
les élèves gêneurs sont des élèves qui ne veulent pas être dans une position de retrait et attendre, et qui vont parasiter la situation de manière à ce que le temps dure le moins longtemps possible. Voilà. Les seuls qui peuvent espérer d'apprendre quelque chose, ce sont les concepteurs, parce que c'est les seuls qui sont dans l'activité intellectuelle attendue, sauf que, est-ce que vous savez comment on devient concepteur ? Eh bien, celui qui devient concepteur, c'est celui qui est le plus compétent des quatre. Et si vous vous amusez à repérer des concepteurs dans vos salles de classe ou des salles de cours, demandez-leur ce qu'ils ont appris, et c'est fort probable qu'ils vous répondent « rien du tout parce que je le savais déjà ». Et c'est justement parce qu'il le savait déjà qu'il est devenu concepteur. Mais ce n'est pas lui qui a décidé d'être concepteur, c'est les autres qui ont dit c'est évident que ce soit lui qui prenne le lead, puisqu'il sait déjà. Voilà. Donc la dérive productiviste, elle conduit à une première conséquence qui est fâcheuse, c'est qu'aucun élève n'apprend quelque chose. La deuxième conséquence fâcheuse, c'est qu'on s'est rendu compte plus récemment, là, ces dernières années, qu'il y a des phénomènes d'assignation sociale. Et que les familles de ces enfants-là ne sont pas issus de couches sociales anodines. Les enfants issus des familles favorisées, notamment les enfants d'enseignants, sont ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les fonctions de conception. C'est pas trop un problème, ça. Là où c'est un problème, c'est quand on se rend compte que les enfants issus des familles les plus pauvres, ce sont eux que statistiquement on retrouve le plus derrière les fonctions de chômeurs et de gêneurs. C'est-à-dire que quand on fait collaborer des élèves, à cause de la dérive productiviste, la conséquence de ça, c'est que les élèves n'apprennent pas, et en plus, il y a une augmentation des inégalités sociales entre les élèves. C'est l'exact contraire de ce qu'on recherche quand on a choisi le métier d'enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si c'est la première fois que vous entendez ce que c'est qu'une dérive productiviste, ça fait un peu drôle, ce truc-là. Mais il y en a certains, ils l'ont déjà entendu au moins hier. Alors, ce n'est pas le seul problème attaché aux pédagogies de la coopération. Alors, ce que je vais vous montrer, ne le montrez pas trop à des étudiants parce que ça va les dégoûter. Alors, s'il y a des étudiants dans la salle, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. En fait, on s'est rendu compte que pourquoi les pédagogies de la coopération, ça marche assez rarement pour les élèves. On est arrivé à identifier 4 types de dérives. La première, c'est ce qu'on a appelé la dérive attentionnelle. C'est trop souvent, parce que pour coopérer, on est obligé de parler, il y a trop de bruit. Et ça devient la pagaille dans la classe. Et la conséquence, c'est que c'est plus difficile de se concentrer. Et donc, il y a moins d'élèves qui apprennent. Donc, pour lutter contre cette dérive attentionnelle, où les élèves sont... Alors, celle-là, elle est costaud quand même, cette dérive attentionnelle, parce que on est arrivé à enregistrer des situations où des élèves mettaient la pagaille. Donc, moi, je travaille avec des entretiens avec les élèves. Et donc, je leur montre la vidéo, ils sont en train de mettre la pagaille. Et puis, ils me disent, ouais, j'aime pas cette classe et j'aime pas ce prof, parce qu'il y a trop de bruit. Je dis, mais c'est toi qui fais du bruit. Oui, mais c'est justement parce que j'aime pas le prof. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le niveau sonore dans la classe et la construction d'une autorité éducative. Et ça, c'était loin d'être évident. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Une classe où il y a la coopération, c'est une classe où il y a beaucoup plus de cadres et de règles que d'une classe sans coopération. Parce que s'il n'y a pas ce cadre contenant, effectivement, il va y avoir trop d'agitation, trop de situations de parasites à l'attention, et beaucoup d'élèves vont très rapidement se trouver empêchés d'apprendre et donc refuser les situations de coopération. Et pas refuser la pédagogie, mais refuser la personne qui la porte, c'est-à-dire l'enseignant. Une deuxième dérive, on en a parlé, c'est la dérive productiviste. Une troisième dérive, c'est la dérive fusionnelle. Celle-là, elle a été décrite par une collègue de l'université de Nanterre, avec Jacques Pin notamment, et Marianne Hugon, qui ont, tu connais Nadine et Marianne, qui ont décrit ce qu'ils ont appelé les stratégies de consensus de complaisance. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On l'a tous fait.
on est 4, on imagine on est tous les 4, et on essaye de coopérer parce qu'on l'a voulu. Et puis, au bout d'un moment, Jean-Marc dit quelque chose. Jean-Marc, alors c'est mon Dieu. Et donc, je me tourne vers Jean-Marc, je lui dis, je suis d'accord avec toi. Je ne me suis même pas posé la question encore. Hein. Et puis, ça y est, on a terminé notre travail. Et donc, on peut faire autre chose. On peut parler de ce qu'on va faire ce week-end. On peut parler de tout à fait autre chose. Le travail est terminé. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Je ne me suis même pas interrogé sur le sujet. Et je peux passer à autre chose. Le souci, c'est que comme je ne me suis pas interrogé, il n'y a aucune chance que je puisse apprendre quelque chose. Mais ça, c'est ce que Marianne Hugon a appelé la stratégie déficitaire du consensus de complaisance. On accepte d'être tacitement d'accord avec un autre pour éviter d'avoir à rentrer dans quelque chose qui est très intéressant pour apprendre, c'est le conflit. Et puis la dérive différenciatrice, alors c'est celle qui a été décrite le plus par les sociologues de l'école. C'est celle qui voit que la coopération, ça marche surtout dans les classes où il n'y a pas d'élèves en difficulté. Ou pire, c'est celle qui voit lorsque, par exemple, un enseignant dit aux élèves « vous avez le droit de vous aider », qui observe que les seuls élèves qui font des démarches pour demander de l'aide sont ceux qui en ont le moins besoin. Et que les seuls élèves qui aident sont les meilleurs de la classe. Que les élèves les plus fragiles sont toujours cantonnés à être aidés. Et là, il y a un chercheur bordelais qui s'appelle Alain Baudry, qui a décrit ce qu'il a appelé l'effet tuteur. L'effet tuteur, c'est, au niveau cognitif, il explique que dans une relation tutorale entre un tuteur et un tutoré, celui qui est le plus en activité intellectuelle et celui qui est le plus valorisé, c'est le tuteur. Et donc, la dérive différenciatrice, elle dit que si c'est le tuteur qui apprend le plus et que ce sont toujours les meilleurs élèves qui sont tuteurs, qu'est-ce qui se passe ? Dans une classe, les meilleurs élèves progressent, ça c'est plutôt bien, mais ceux qui ne sont jamais tuteurs parce qu'ils sont identifiés comme étant en difficulté et qui ne peuvent jamais bénéficier de l'effet tuteur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se découragent et en moins de 15 jours, ils s'arrêtent de fournir tout type d'efforts pour apprendre. Organiser des pédagogies de la coopération, c'est essayer de contourner tous ces trucs-là. Voilà. Et ça serait les raisons pour lesquelles c'est très vieux les pédagogies de la coopération. Les premiers traités, ça remonte à l'enseignement mutuel. Vous devez connaître le plus grand pédagogue suisse, là, René Girard, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Comment ça se fait que la coopération ne s'est pas installée dans toutes les classes ? C'est parce qu'il y a au moins ces 4 familles de difficultés. Voilà. Et donc là où on en est aujourd'hui, c'est d'essayer d'organiser la coopération en faisant en sorte de considérer ces dérives comme étant des vigilances dont on va s'occuper pour organiser le travail des élèves. Alors pour éviter ça, on a émis une hypothèse, c'est le fait de créer une nouvelle didactique. Et on a appelé ça la didactique de la coopération. Alors pourquoi il y a eu cet intérêt de créer une nouvelle didactique ? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas de savoirs relatifs à la coopération et de vigilance pédagogique qui doivent être transmises aux enseignants. Sinon, comment vous voulez que les enseignants se les approprient si personne ne leur met à disposition ? Et la deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte que les enseignants devaient être formés à la coopération, mais aussi les élèves. C'est-à-dire que quand on donne la possibilité à un élève de travailler en groupe ou de travailler tout seul, qu'il ait d'abord été averti sur ce que ça peut lui apporter de choisir de travailler en groupe. Parce que s'il ne sait pas, il va y aller, mais il ne va pas forcément rentrer dans l'activité d'opposition d'idées qui est propre au travail en groupe. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse didactique de la coopération ? C'est tout simplement la volonté de vouloir transmettre un certain nombre de contenus, de savoirs construits, de manière à avertir les enseignants et les élèves de à quoi ça sert et comment ça s'organise la coopération. Donc on va faire un peu de didactique de la coopération si vous voulez. Alors le premier élément, c'est que, alors ça c'est un peu amusant, le premier élément de la didactique de la coopération, c'est qu'il vaudrait mieux arrêter de parler de coopération.
Pourquoi ? Parce que concrètement, dans une salle de classe, pour un élève, la coopération, ça s'organise de plein de manières différentes. Je vous en mets quelques exemples là. Alors c'est les exemples les plus célèbres. Le tutorat, le travail en groupe, les conseils coopératifs, les jeux coopératifs, les discussions démocratiques. Tout ça, c'est très connu. C'est très présent dans les salles de classe. Mais ça ne s'organise pas du tout de la même manière. Un conseil coopératif, c'est une réunion démocratique. La plupart du temps, les élèves se mettent en cercle pour un conseil coopératif. Quand il y a du tutorat, la classe ne se met pas en cercle. Ça ne s'organise pas du tout de la même manière. Et donc, la première raison qui justifierait le fait d'arrêter de parler de coopération pour parler plutôt de dispositifs particuliers, c'est que ça ne s'organise pas du tout de la même manière. Les vigilances ne sont pas du tout les mêmes, quels que soient les dispositifs. Et la deuxième raison, et là je vous ai prévu un petit exercice amusant, c'est qu'en plus que ça ne s'organise pas de la même manière, ça ne sert pas à la même chose. Un conseil coopératif, ça n'a pas du tout le même objectif pédagogique que des marchés de connaissances ou du tutorat. C'est un peu comme si, tout ça là, c'est un peu comme si on assimilait le travail d'un pédagogue à celui d'un bricoleur qui a son expérience, mais qui aussi, pour bricoler, a une boîte dans laquelle il a tous ses outils. Et en fonction de ce dont il a besoin, il sort tel ou tel outil. Mais il sait très bien que, parmi il doit planter un clou, il vaut mieux prendre un marteau qu'une scie. Mais est-ce que les enseignants sont aussi au clair sur l'utilité des outils coopératifs ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça vous va ? Ça vous va ? Alors, donc c'est une petite activité. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'activité scolaire, là, l'exercice qui sont des points à relier ? Donc ben voilà, on va faire des points à relier. Hein ? Mais c'est sur la didactique de la coopération. Alors, vous avez ici, là, vous avez les principales déclinaisons coopératives. Donc, le travail en groupe, je ne les ai pas toutes mises, j'ai mis les plus célèbres, hein, celles de tout à l'heure. L'aide, l'entraide, les discussions philosophiques, le travail en équipe, les jeux coopératifs, les marchés de connaissances, les conseils coopératifs, le travail en atelier, le tutorat. D'accord ? Et de l'autre côté, vous avez des objectifs pédagogiques. Développer la confiance en soi, débloquer les difficultés, susciter de l'amitié réciproque, apprendre la démocratie en la vivant, favoriser l'apprentissage par observation et reproduction, apprendre à penser par soi-même, développer des compétences par transfert, s'associer pour essayer de résoudre un problème, faire émerger du questionnement. Donc vous voyez où est le travail. Comment on relie tout ça ? Avant de vous laisser réfléchir, soit tout seul, soit avec d'autres, vous vous débrouillez. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur la partie de gauche, en rouge, là, sur ce que seraient des dispositifs coopératifs dont vous n'auriez pas encore entendu parler ? Oui ? Ici, les marchés de connaissances ne sont pas très connus. Les marchés de connaissances ne sont pas très connus. Alors, un marché de connaissances, il y a un autre nom, c'est peut-être un peu plus connu, ce qu'on appelle les réseaux d'échange réciproque de savoir, qui ont été développés principalement en France par Claire Hébert-Suffren. Le principe, il y a 3 principes dans un marché de connaissances, c'est personne ne sait tout, personne ne sait rien, et le savoir est gratuit et se propage. Et donc le principe d'un marché, c'est on dit ça aux élèves, personne ne sait tout, personne ne sait rien, le savoir est gratuit et se propage. Et donc pour demain, vous allez préparer chez vous, penser chez vous, à quelque chose que vous savez faire, et que vous allez présenter aux autres. Ce que vous voulez. Le premier marché, souvent ça se passe comme ça, c'est ce que vous voulez. Et le lendemain, on organise le marché, alors souvent on scinde le groupe en 2. Dans un premier temps, la moitié des élèves deviennent ce qu'on appelle des passeurs de connaissances, c'est-à-dire ils prennent une table et ils ouvrent un stand. Alors s'ils ont du matériel, ils amènent le matériel, ils mettent une petite affichette avec le titre du stand, et puis souvent on leur dit de prendre un morceau, un cercle, là, d'un côté c'est vert, de l'autre c'est rouge. Quand c'est vert, c'est qu'il y a de la place, quand c'est rouge, il n'y a plus de place, et les participants au marché vont aller dans un autre stand. Voilà.
Donc ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Les receveurs, certains les appellent les clients du marché, ben, ils circulent, ils s'arrêtent où ça les intéresse, ils y restent le temps dont ils ont besoin, et au bout d'une demi-heure, ça s'arrête, et on permute. Ceux qui étaient receveurs deviennent passeurs, ceux qui étaient passeurs deviennent receveurs. Voilà. Vous avez déjà vu ça? Je pourrais vous montrer des exemples si vous voulez, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons coopératives sur lesquelles vous voulez des explications particulières? Oui. La différence en pédagogie, entre travail en groupe et travail en équipe, alors la différence qu'on fait entre un groupe et une équipe, c'est qu'un groupe est une assemblée de personnes qui sont riches de par leurs différences. Une équipe est une assemblée de personnes qui a un but commun. Et donc le travail en groupe, c'est le fait de donner la possibilité à des élèves d'échanger leurs idées de manière à ce que naisse du conflit socio-cognitif et donc du conflit cognitif. Le travail en équipe, ça s'inscrit dans les pédagogies qui ont été initiées par John Dewey. Vous savez, les pédagogies de projet ou les pédagogies de l'enquête, qui ne correspondent pas... Alors, avec Nadine, on en parlait hier de ça. C'est-à-dire, il y a souvent une confusion chez les enseignants français entre les pédagogies de projet et les projets pédagogiques. C'est pas parce que l'enseignant il a une super idée pour ses élèves, de faire une sortie scolaire, de faire telle ou telle activité, que c'est une pédagogie de projet. Philippe Ernoult, là, de l'Université de Genève, il a expliqué toute sa carrière qu'une pédagogie de projet, c'est une pédagogie où les projets sont à l'initiative des élèves. C'est les élèves qui ont des projets, c'est pas le prof. Hein? Et donc, quand on met en place des pédagogies de projet, souvent c'est dans ce qu'on appelle des éducations A. Éducation à la santé, éducation à l'environnement, éducation à la relation garçon-fille, voilà, toutes ces familles-là. Au bout d'un moment où on dit aux élèves « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ils ont des idées. S'ils sont tout seuls pour faire cette idée, c'est ce qu'on appelle un projet personnel. Et s'ils se mettent à plusieurs sur une même idée, c'est ce qu'on appelle du travail en équipe. Voilà, ils ont le même projet. Est-ce que j'ai répondu à ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Allez, ben c'est parti, 5 minutes, seul ou avec vos voisins, et ensuite après on en discute. Allez, c'est parti. On les prend dans l'ordre ou vous avez des priorités, des urgences? On prend dans l'ordre? Allez, on commence donc par le travail en groupe, celui qui est en haut là. Qu'est-ce que vous voulez proposer? Je vais faire la collection de toutes vos réponses. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui? Alors c'est fait exprès que ce soit embêtant. Mais non, mais pas. Moi je mets celui-là, je mets qu'une seule réponse. Vous voulez une seule réponse? Ouais. Enfin, en tout cas, moi j'en mets qu'une, mais si vous voulez, on peut se disputer. Hein. Alors le travail en groupe, ça servirait à apprendre la démocratie en la vivant. Est-ce que... Attendez, plutôt que de critiquer, faites des propositions. Alors, est-ce qu'il y a une autre proposition pour le travail en groupe? C'est la seule proposition, tout le monde est d'accord avec celle-là? Oui? La 8, c'est s'associer pour essayer de résoudre un problème. Ok. Oui, allez-y. Oui, d'accord, là, ça c'est une critique, mais quelle est votre proposition? Pour faire émerger du questionnement. C'est laquelle? La 9. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? La 2. Débloquer les difficultés. Alors, vous voulez en rajouter encore? La 6. Parce que la bonne réponse a déjà été donnée, donc toutes les réponses nouvelles seront forcément mauvaises. Et oui.
Donc la 6, apprendre à penser par soi-même. Okay. Donc, tout est bon. Mais, il y a une raison prioritaire qui est supérieure aux autres et qui explique pourquoi c'est intéressant, en priorité, d'organiser ça avec des élèves. Donc le travail en groupe, ça vient d'où, ce truc-là? Qui a introduit ça? Le fait d'encourager les élèves à échanger sur leurs désaccords pour qu'ils en viennent à s'interroger à réinterroger leurs certitudes. Ça vient d'où ce truc-là? Oui? Alors Vygotsky, pas mal, mais c'est pas celui qui. Oui, mais Vygotsky, il fait partie de la bande, mais c'est pas le chef de la bande. Voilà. Mais ce sont des psychologues de cette bande-là, des néo-piagétiens, et moi je pense plutôt à des gens comme Perret Clermont, Doise, Muny, en partie Brunner, ce sont les psychologues néo-piagétiens, c'est-à-dire qu'ils sont allés un petit peu plus loin, c'est pas que Piaget a jamais parlé de la dimension sociale du développement, mais il l'a jamais creusé comme l'ont fait ensuite les psychologues néo-piagétiens. Et c'est eux qui ont le plus donné de l'importance aux conflits socio-cognitifs pour susciter le besoin d'apprendre. Donc, parmi tout ça, celles que je vais effacer, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles sont moins importantes. Débloquer les difficultés, ça peut arriver, mais c'est pas la raison première. Apprendre la démocratie à la vivant, ce qui se passe dans un groupe, c'est pas toujours démocratique, mais ça peut l'être. Apprendre à penser par soi-même, oui, se poser ce type de questions, ça joue sur la réflexivité, mais il y a quelque chose de plus puissant en pédagogie de la coopération qui sert à ça. S'associer pour essayer de résoudre un problème, il y a mieux que ça encore, c'est faire émerger du questionnement. Parce que c'est la force du conflit cognitif. Quand on en vient à douter de ses certitudes, naturellement, qu'est-ce qui vient dans notre esprit? Mais c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Et c'est là où l'action de l'enseignant, en répondant aux questions des élèves, est particulièrement attendue chez les élèves. Et c'est même quasi cruel que de dire aux élèves, tu te poses de bonnes questions, vas-y, continue à chercher. Là. Ça va sur celle-là? Alors l'aide, quand un élève accepte d'aider un autre élève ou un élève demande de l'aide à un autre. Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors le 1, développer la confiance en soi. Le 2, débloquer les difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc les deux sont judicieuses, mais il y en a une qui est plus importante que l'autre. C'est débloquer les difficultés. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une situation d'aide? Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez les travaux là, d'une collègue de l'université de Suresnes qui s'appelle Minna Pustinen, qui est un peu spécialiste de l'école inclusive et de l'accompagnement des élèves à profil particulier. Et c'est elle qui explique à mon sens le mieux le fait que l'aide doit être déclenchée par celui ou celle qui en ressent le besoin. Et pas par l'enseignant qui décide qu'un enfant a un besoin particulier. Et ça, chez nous en France, c'est très compliqué parce que la plupart du temps, des élèves identifiés par l'école comme étant en difficulté, on les oblige à rentrer dans des dispositifs de remédiation. Et eux, ils n'ont pris aucune initiative. Et donc, ça crée des parasites, ces situations. Donc, une situation d'aide, c'est ça, c'est un élève qui se trouve face à une difficulté, il sait qu'il peut le faire, on lui a expliqué, il est autorisé à le faire, il est encouragé à le faire, mais il prend l'initiative d'aller voir quelqu'un en qui il a confiance et lui dit « Est-ce que tu peux m'aider ?» Alors, pour simplifier le travail, cette la débloquer des difficultés, c'est la fonction prioritaire d'une autre déclinaison coopérative. Est-ce que vous savez laquelle? C'est débloquer les difficultés, ça sert à autre chose. C'est l'objectif d'une autre forme de coopération.
Ben oui, le tutorat, ouais. Le tutorat, ça sert exactement à la même chose, sauf que l'aide, elle peut être spontanée. Le tutorat, il est organisé parce que les élèves, ils ont été formés, et notamment formés à la réciprocité des fonctions. C'est-à-dire, dans du tutorat, ce n'est pas la même chose que le monitorat. Dans le monitorat, il n'y a que les experts qui peuvent aider, puisqu'ils sont experts. Dans le tutorat, tout le monde peut aider. Et c'est justement parce que tout le monde peut aider que l'effet tuteur fonctionne pour tout le monde. Ça va, ça, je peux aller trop vite? Dans une classe avec du tutorat, s'il n'y a que les meilleurs qui aident, je rappelle, hein, la conséquence, c'est que très rapidement, ceux qui n'aident jamais s'arrêtent de travailler. Parce qu'ils se découragent. Ensuite, l'entraide. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'entraide? Développer des compétences par transfert. Est-ce qu'il y en a d'autres? S'associer pour essayer de résoudre un problème. Susciter de l'amitié réciproque. Et donc, résultat? Alors les trois sont cohérents, hein, mais la raison prioritaire, c'est quand des élèves s'entraident, c'est par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, avec les dispositifs de devoirs faits. Ou quand dans une classe, on dit aux élèves, voilà, vous êtes tous en situation, vous faites plan de travail, ou vous avez tous les mêmes exercices à faire. Lorsque des élèves décident de faire le même exercice ensemble, c'est ça qu'on appelle de l'entraide. Et donc c'est bien pour s'associer, pour essayer de résoudre un problème avec d'autres, parce que l'autre, il va m'apporter des idées que j'aurais difficilement eues tout seul. C'est ça l'idée première. Alors ça peut susciter de l'amitié, mais souvent les groupes d'entraide se constituent sur la base de l'amitié. Il y a rarement de nouvelles amitiés grâce à l'entraide. Vous voyez le truc? Alors que dans du tutorat, il y a plus facilement des élèves qui se rencontrent. Voilà. Ah, mon ordinateur se met en enregistrement. Ah, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est plutôt secondaire. Et ensuite, développer des compétences par transfert, on verra qu'il y a plus puissant que ça. Les discussions philosophiques, ou les discussions à visée démocratique et philosophique. Donc, apprendre à penser par soi-même. Vous savez qui a inventé ça en pédagogie? Les discussions philosophiques? Ben, c'est Socrate. Mais pas avec les enfants. Bien que le Protagoras soit un enfant, c'est un adolescent a priori. Mais les discussions philosophiques avec les enfants, vous savez qui c'est? C'est un pédagogue américain qui s'appelle Matthew Lipman. Vous n'en avez jamais entendu parler? Non, ça vous dirait? Et en France, qui est-ce qui a développé le plus ça? C'était mon directeur de thèse, Michel Tozzi. Voilà. Et en Suisse, moi je connais Nathalie Frieden, qu'on voyait régulièrement dans les rencontres internationales sur la philosophie avec les enfants. Voilà. Donc effectivement, les ateliers de philosophie avec les enfants, ça sert à les aider à utiliser ce qu'on appelle les exigences intellectuelles de la philosophie. Michel Tozzi, il en a identifié 3. Problématiser, c'est-à-dire chercher des problèmes là où a priori il n'y en a pas. Argumenter, c'est-à-dire trouver des raisons qui sont à la fois raisonnables et rationnelles pour fonder ses avis. Et la dernière, c'est, non, ça vous dirait, conceptualiser, c'est-à-dire essayer de déterminer des caractéristiques des concepts que l'on utilise. Voilà. Par exemple, quelle est la différence conceptuelle entre un copain et un ami? Voilà. Ensuite, travailler en équipe. Le travail en équipe, et donc les démarches de projet. Hein. À quoi ça sert, ça, de faire vivre des démarches de projet et de susciter du travail en équipe chez des élèves? À quoi ça sert prioritairement? Qu'est-ce que vous avez répondu?
Alors s'associer pour essayer de résoudre un problème, c'est déjà pris. Je vous le donne? Personne n'a d'idée là? Eh bien oui, c'est le 7. À quoi ça sert? Pourquoi John Dewey a eu cette intuition-là des pédagogies de projet? C'est pour lutter contre ce que dans l'éducation nouvelle on appelle des savoirs de scolastique. La scolastique, c'est un champ de savoir qui est considéré comme étant utile qu'à l'école et complètement inutile ailleurs. Et donc ça a été un sport planétaire à un moment donné que de faire de la scolastique en matière de pédagogie et d'éducation. Il y a des pédagogues comme Freinet qui se sont battus corps et âme contre la scolastique. Par exemple, Freinet, son mot d'ordre, c'est de dire plus de manuel. Parce qu'un manuel, c'est une collection de savoirs scolastiques. Et donc, Dewey, lui, il a proposé des démarches de projet pour rendre vivantes les situations de classe. Pour que ce soit authentique et vivant. Et pourquoi c'est intéressant que ce soit authentique et vivant? C'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'un apprentissage mécanisé par des routines. On est obligé d'aller plus loin et donc d'aller dans l'apprentissage jusqu'à la compétence. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être compétent? C'est être capable de pouvoir utiliser ce que je me suis approprié dans un contexte peut-être didactique, mais de le réutiliser dans un contexte nouveau et complexe. Nouveau, c'est-à-dire qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai vu à l'école pour le découvrir, et complexe, c'est-à-dire vivant, où il n'y a pas qu'un exercice où il faut faire qu'un seul truc. Il y a plein d'éléments qui se chevauchent et avec lesquels je dois composer. Et ça, c'est le gros intérêt d'une démarche de projet. Quand un enfant doit écrire une lettre pour demander une autorisation à quelqu'un d'important pour pouvoir faire un voyage scolaire, par exemple, il doit bien faire attention de ne pas faire des erreurs d'orthographe, mais en même temps, il doit bien faire attention à expliquer clairement ses idées. Vous voyez? Et c'est le gros avantage des pédagogies de projet. C'est d'accompagner les apprentissages jusqu'aux capacités de transfert vers de la compétence. Voilà. Ensuite, les jeux coopératifs. Vous savez ce que c'est un jeu coopératif? Comment vous définiriez un jeu coopératif à la différence d'un jeu compétitif? Alors, c'est pas tout le monde gagne, ça suffit pas de dire ça. C'est pas tout le monde gagne. Non plus. Alors, tout le monde est ensemble, on va dire que c'est pareil. Hein. Un jeu coopératif, on ne gagne pas tout le temps. Non, on ne peut pas gagner tout seul. Alors, on ne peut pas gagner tout seul, oui. Dans un jeu compétitif, on peut pas toujours gagner tout seul. La définition d'un jeu coopératif, c'est soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Il n'y a pas d'un côté des gagnants et de l'autre des perdants. Oui? Non, c'est pas la démocratie. Ah. Quoi donc? Rousseau, oui. Mais le jeu coopératif, le jeu coopératif, il a été reconnu d'utilité publique par l'UNESCO. Est-ce que vous savez pourquoi? La pratique des jeux coopératifs. C'est parce que grâce aux jeux coopératifs, quand on essaye de gagner dans un jeu coopératif, quel que soit le profil des copains et des copines avec qui je suis obligé de tenir compte complètement de qui il est ou qui elle est si je veux gagner moi. Si je le mets de côté, c'est sûr qu'on perd. Et parce qu'on est obligé de laisser de la place à tous les autres, quel que soit leur profil, ça crée une cohésion systématique entre les élèves. Et donc ça suscite un sentiment de confiance réciproque et d'amitié. Parce que le jour où on y arrive, on gagne tous ensemble. Et quelle est la conséquence d'un collectif qui gagne tous ensemble? Il se soude encore plus et il développe en son sein une confiance encore plus forte. Les jeux coopératifs, c'est exactement la même chose que dans le monde adulte, ça s'appelle autrement, mais c'est exactement la même fonction. Dans les entreprises, tout le monde le fait, et des fois ça coûte très cher, et les patrons des entreprises ne lésinent pas sur les moyens, parce qu'ils savent très bien que ça va augmenter la rentabilité de l'entreprise. Comment ça s'appelle?
le team building. C'est exactement la même fonction. C'est-à-dire, si on est face à un groupe d'élèves ou d'étudiants où il y a beaucoup de conflits, des disputes, s'il y a un sale esprit, on peut leur faire des leçons de morale. On peut les sanctionner. Les effets sont assez réduits. Leur proposer un cycle de jeu coopératif, c'est peut-être l'élément pédagogique le plus puissant pour arriver à modifier le schéma relationnel. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner une équipe, je pense à une en particulier, dans un collège à Perpignan, où il a fallu 3 mois avant que les élèves acceptent d'essayer de gagner. Parce qu'il y avait d'un côté la population des enfants gitans, et de l'autre la population des enfants arabes. Et quand je disais aux gitans, qu'est-ce que tu penses des arabes? C'est tous des voleurs. Quand je disais aux arabes, qu'est-ce que tu penses des gitans? C'est tous des voleurs. Et chacun était dans son camp, et dès qu'il le pouvait, il se faisait la guerre. Dans le collège, en dehors du collège. Et donc les profs ont dit il faut absolument régler le truc. Ils avaient tout essayé au niveau des sanctions, des punitions, tous ces trucs-là, et ça n'avait fait qu'accroître le phénomène. Ils ont imposé 1 heure de jeu coopératif par semaine, et ce n'est qu'à partir du mois de décembre que les élèves ont commencé à gagner quand ils en ont eu marre de perdre. Voilà. Et donc, oui. Et donc, à la fin, moi je leur ai reposé la question, qu'est-ce que tu penses aux petits gitans, qu'est-ce que tu penses des arabes? Alors c'est tous des voleurs. Mais Mohamed, c'est un arabe, donc c'est un voleur? Ah non, Mohamed, c'est mon copain. Vous voyez, ça change ça. Ça ne révolutionne pas le monde, mais ça change le tissu relationnel entre des enfants qui se rencontrent parce que ce sont des enfants représentant chacun de l'espèce humaine. Ça évite ce qu'on appelle les phénomènes d'essentialisation, où je réduis une personne à un trait de son identité. Voilà. Donc les jeux coopératifs. Qu'est-ce que vous répondez alors? Voilà, c'est ça. Ensuite, les marchés de connaissances. Bon, il n'en reste plus beaucoup, hein? Qu'est-ce que vous répondez? 5. Alors, non. Favoriser l'apprentissage. C'est censé, mais non. Parce que dans les marchés de connaissances, le plus important, ce n'est pas ce que les élèves transmettent. En fait, on se moque de ce que les élèves transmettent. C'est le 1, ouais, c'est développer la confiance en soi. Alors, d'où ça vient cette histoire-là? Pourquoi le fait de participer à un marché de connaissances, ça augmente la confiance en soi qu'ont les élèves? Pourquoi c'est très valorisant? Parce qu'il y a un réseau de connaissances. Je connais que j'ai des compétences. Parce que j'ai développé une compétence où je suis sûr que je ne suis pas nul partout. Et comment j'en suis sûr? Tout simplement parce qu'il y a des copains et des copines qui m'ont dit merci à la fin. Voilà. Et ça, ce truc-là, alors ça a beaucoup été documenté, la confiance en soi, avec un autre terme qui s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle de Bandura. Très bien. Et Bandura, c'est peut-être le psychologue qui a le mieux expliqué pourquoi entretenir le sentiment d'efficacité personnelle chez les élèves, c'était absolument nécessaire si on voulait que les élèves arrivent à apprendre quelque chose. Parce que quel est le contraire du sentiment d'efficacité personnelle? Martin Seligman. Alors, démotivation, c'est ce qu'on appelle, le terme utilisé, c'est résignation acquise. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'on ne va pas y arriver. Si on est dans cet état de résignation acquise et qu'on est face à un exercice que nous donne l'enseignant, on n'essaye même pas. Et on a raison de ne pas essayer en plus. Et donc, si on veut renforcer le sentiment d'efficacité personnelle chez les élèves, on n'a pas d'autre solution que de leur faire vivre des situations où ils sont reconnus dans leurs compétences. Et quand ils seront par ailleurs de nouveau face à des difficultés, ça leur sera plus facile de faire face à cette difficulté parce qu'ils sauront que oui, là c'est difficile, mais par ailleurs, c'est pas difficile. Au contraire, ils sont reconnus dans ce qu'ils savent faire. Et c'est ça, là, c'est surpuissant les marchés de connaissances. C'est surpuissant avec les élèves. Mais à condition qu'il y ait la réciprocité. C'est-à-dire que l'enseignant accepte de lutter contre une tentation d'un certain nombre d'élèves. C'est « Monsieur, madame, moi je ne sais rien, s'il vous plaît, autorisez-moi à ne pas être passeur. Je veux être que receveur. » Non. Un marché de connaissances,
tout le monde est passeur. Parce que c'est le fait d'être passeur qui fait la saveur du marché de connaissances. Une question, je connais bien les arbres de connaissances. C'est la même logique. Et c'était qui déjà les marchés de connaissances? Les marchés de connaissances, en fait, c'est des enseignants de la région de Lyon, en France, à qui Michel Serres a offert le logiciel des marchés de connaissances, des arbres de connaissances de Pierre Lévy et Michel Autier. Et sauf que ce logiciel, il coûtait très cher. Et ils se sont rendus compte en fait qu'ils pouvaient très bien l'organiser avec des papiers, des tables et des crayons. Et donc ils ont repris la logique des arbres de connaissances issus de Michel Serres et ils l'ont adapté à un nouveau dispositif qui s'appelle les marchés de connaissances, mais à partir aussi d'une expérience antérieure à ça, qui a été développée par Claire Hébert-Suffren autour des réseaux d'échange réciproques de savoir. C'est plus ancien que les arbres de connaissances. Mais effectivement, faites bien le lien. Si vous connaissez ça, là, le travail de Pierre Lévy et Michel Autier, c'est exactement la même logique. Sauf que eux, c'était pour l'entreprise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Les conseils coopératifs. Les conseils coopératifs. Donc, apprendre la démocratie en la vivant. Hein? Donc, on s'est rendu compte sur les conseils coopératifs. Alors, c'est très ancien, hein, ça a beaucoup été étudié par la pédagogie institutionnelle, notamment. Vous savez quel est le pédagogue qui a le plus introduit les conseils coopératifs? Ouais, en premier. Alors, il y a Neil, mais il n'appelait pas ça des conseils, il appelait ça les assemblées. Il y en a un autre qui a beaucoup plus creusé ce truc-là. C'est Janusz Korczak. Et l'œuvre de Janusz Korczak a donné lieu à quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans les écoles, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc la Suisse, est-ce qu'elle a ratifié la Convention? Voilà. Donc c'est plus important que les textes nationaux, hein, les conventions internationales. Hein. Et donc normalement, dans toutes les classes, il y a des conseils coopératifs. Hein, parce qu'il y a l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule que pour les objets qui les concernent, on demande l'avis des enfants. Voilà. Et les conseils coopératifs, ça sert à ça. On s'est rendu compte qu'il y avait une dérive dans les réflexions sur les conseils. Première dérive, c'est de faire voter les enfants pour prendre des décisions. En fait, le vote, c'est la pire des solutions pour prendre une décision. Pourquoi? Je vais vite. Hein. C'est parce que faire voter des enfants, c'est donner la parole aux majorités contre toutes les minorités. Et donc, il y a d'autres solutions que de prendre des décisions. Toutes les autres solutions sont meilleures que le vote. Et la deuxième dérive des conseils coopératifs, c'est d'autoriser les enfants à se critiquer en conseil. Et ça, c'est beaucoup écrit dans un certain nombre de livres spécialisés sur les conseils, justement. Et pourquoi c'est une dérive, ça, le fait d'autoriser les critiques entre les enfants? C'est que très souvent, les critiques sont destinées vers les mêmes enfants. Et qui sont des enfants avec des profils particuliers parce qu'ils sont un peu différents ou parce que c'est plus difficile pour eux d'arriver à faire un certain nombre d'activités. Les critiques en conseil, ça a été identifié comme étant quelque chose qui explique les phénomènes de harcèlement scolaire. Donc, il y a d'autres solutions, et peut-être que vous avez entendu parler de l'alternative qu'on a le plus creusée, c'est l'utilisation du message clair. Ça vous parle ça, les messages clairs? Voilà. Hein? C'est le fait de donner une technique aux enfants pour dès lors qu'ils sentent qu'il y a un problème avec quelqu'un, qu'ils essayent de le résoudre par l'intermédiaire de cette technique entre eux deux, et si ça ne marche pas, on ne passe pas par le conseil, on passe directement ensuite par les adultes. Voilà. Et puis il reste le travail en atelier. Alors quelle est la plus-value ou l'objectif premier d'un atelier? Voilà, le principe d'un atelier, c'est le fait d'être avec d'autres enfants et de pouvoir observer ce que d'autres font et d'en retirer des richesses en observant et en reproduisant ce que d'autres font. Et ça porte un nom en psychologie. Comment s'appelle ce phénomène cognitif, c'est-à-dire d'apprentissage, lorsqu'on apprend en regardant quelqu'un et en essayant de reproduire, en s'appropriant ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait? Ça s'appelle comment? C'est Bandura qui a parlé le plus de ça, ou un psychologue français qui s'appelle un peu moins connu, qui s'appelle Maurice Reuchlin. Ça s'appelle l'effet vicariant. Ça vous parle pas?
L'effet vicariant. Vicariant, V-I-C-A-R-I-A-N-T. L'effet vicariant. Voilà. Vous regarderez la littérature sur ce que c'est que l'effet vicariant. C'est le fait d'apprendre en étant avec quelqu'un. Et dans un atelier, les ateliers individuels n'ont absolument aucun sens. Ça ne sert à rien de faire des ateliers individuels. Mais dès lors qu'il y a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, là c'est intéressant parce qu'ils se regardent et en fait ils apprennent en se regardant. Mais un enfant qui fait seul un atelier est observé par d'autres enfants qui à leur tour vont... Oui, c'est ça. Ils peuvent aussi, Ouais, tout à fait. Non, mais ça marche pas, vous dites Si, ça marche. Et oui, mais là il n'est pas tout seul puisqu'il y en a d'autres qui le regardent. Eh bien oui. Oui. Quand on met des enfants, moi je l'ai beaucoup observé dans des pédagogies, par exemple de Montessori ou de la pédagogie de Pierre Fort, qui fonctionne beaucoup par atelier. Très souvent, l'atelier commence, il y en a un qui fait, les autres regardent. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Voilà, donc voilà, vous avez eu une sensibilisation à ce qu'on appelle la didactique de la coopération. C'est-à-dire, on voit bien que tout peut être intéressant, mais il y a quand même des objectifs prioritaires derrière les organisations coopératives. Je peux vous donner un certain nombre d'éléments de bibliographie. Alors, il y a plein de supports. Pour des supports suisses, je vous donne la référence de Nadine Gioc, qui vous dira, moi je vous donne plutôt des supports français, je suis désolé. Donc là j'ai mis un certain nombre d'ouvrages, dont certains sont très récents, notamment celui-là qui est sorti au début de l'été sur les plans de travail. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on l'a écrit avec Andrea Capitanescu de l'université de la HEP de Genève. Et on s'est rendu compte avec Laurent et Andrea que c'était le premier ouvrage sur les plans de travail. Il n'y en a jamais eu avant. C'est très étonnant. Et donc Andrea, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des enseignants d'expliquer comment ils mettaient le plan de travail de la maternelle jusqu'à l'université. Andrea, elle a sollicité 8 enseignants suisses, donc peut-être qu'il y a des copains et des copines à vous qui ont écrit un chapitre dans cet ouvrage. Voilà. Là, il y a cet ouvrage qui sort la semaine prochaine sur les liens entre coopération et différenciation. C'est le fruit d'une recherche collaborative avec un collectif d'une 50aine d'enseignants primaires et secondaires de la région de Lyon. La coopération, ça s'apprend. Ça correspond à l'idée que la didactique de la coopération, ça concerne aussi les élèves. Et donc, en début d'année, expliquer pourquoi on va les faire coopérer aux élèves, ça peut être intéressant. Et là, c'est un recueil d'exercices pour les élèves. Bon, ça, on n'en a pas trop parlé. Ça, c'est plutôt un livre à destination des lycées, c'est-à-dire secondaire classe 2, c'est ça? Vous dites comme ça? Comment vous appelez? Secondaire 2, voilà. Pour le secondaire 1, il vaut mieux celui-là, là, Oser les pédagogies coopératives, parce que c'est des profs de collège français, Guillaume Caron. Pour l'école primaire, c'est plutôt celui-là, Apprendre avec les pédagogies coopératives. Et ça, celui-là, je vous le déconseille, sauf si vous avez un mémoire théorique et pénible à faire. C'est que de la théorie, celui-là. Sur tous ces éléments-là. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs. Et puis, bonne année surtout. Bonne année.